canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui en compagnie de Justine Alleron, qui est critique de cinéma, que vous pouvez lire entre autres dans la revue Apache. Et alors déjà, bien évidemment, bonjour Justine, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, cet après-midi, je ne sais pas, dépendamment de l'heure à laquelle on va regarder ça. Il n'y a plus de temporalité, il n'y a plus de tout cela chez YouTube, c'est complètement différent. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un critique de cinéma et non des moindres, un sacré critique de cinéma qui peut-être aussi peut-être avoir une réputation, ça on va en parler aussi parce que parfois il y a des fausses réputations qui sont là, qui sont générées, mais on va essayer de discuter. En tout cas, c'est un critique de cinéma très important qui a fait partie d'un groupe extrêmement important dans l'histoire de la cinéphilie, de la critique de cinéma du début des années 60. C'est les McMahoniens, du nom de la salle McMahon à Paris sur les Champs-Élysées. Et ce critique, c'est Michel Mourlet. Michel Mourlet qui n'est pas mort, qui est encore vivant d'ailleurs, entre parenthèses. Et en janvier 2021, les éditions de Paris Max Chalel ont publié ça. Ça, c'est Survivants de l'âge d'or. Et le titre, vraiment, je veux dire, la définition, elle est parfaite parce que dans le livre, en tout cas, ça parle beaucoup de ça. Ce sont des textes et des entretiens qui sur le cinéma entre 1970 et 2020 avec un journal de bord, etc. C'est un critique de cinéma qui m'a toujours intrigué, intéressé, je ne dirais pas fasciné, mais intrigué et intéressé pour plein de raisons. Et comme vous savez, chez Microciné, chaque émission, il y a toujours quelqu'un avec qui je dialogue. Je voulais donc dialoguer avec quelqu'un qui pourrait m'en dire davantage, spécialiste en tout cas de cette période-là. Et je remercie énormément Apache, car je les avais contactés par mail. Ils avaient fait un numéro 1 en juin 2020, voilà, sur Fritz Lang et les McMahoniens. D'ailleurs, la couverture est extraordinaire. Et dans ce numéro, dans ce premier numéro, il y avait un entretien que Michel Mourlet avait donné à Justine, accordé à Justine. Et là, j'ai contacté Justine qui a répondu présent. Et je suis très content et je l'en remercie énormément. Alors, je vais vous poser une question très simple, très basique pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout ce critique du cinéma. Parce que quand on parle des années 50-60 en France, bien évidemment, tout de suite, c'est les cahiers du cinéma, c'est la nouvelle vague, c'est Truffaut, c'est Godard, c'est tout ça. Bon, Michel Mourlet a travaillé aussi pour les cahiers du cinéma. Mais j'aimerais savoir, quelqu'un qui vous poserait une question très simple et très basique, en fait, c'est qui Michel Mourlet? C'est quoi, comme dirait Blow Up dans l'émission d'Arte, c'est quoi Michel Mourlet dans la critique de cinéma de cette période-là? Alors, si on parle spécifiquement de la critique de cinéma, c'est quelqu'un qui a d'abord commencé à écrire au cahier du cinéma. En 59, il a commencé par des petits articles autour de Cécile B. DeMille, des hommages par-ci par-là. Il est principalement rentré au cahier grâce à Romer, puisque Romer était un spectateur de la salle du McMahon, donc qui était le lieu qui a permis de cristalliser un petit peu ce groupe-là à la fin des années 50. Donc, à la suite de ça, l'expérience est plus ou moins bien passée avec la rédaction en place, donc avec Rivette, avec Truffaut principalement aussi. Avec Romer, le courant passait bien avec Michel Mourlet et ses petits camarades McMahoniens, mais pas assez pour qu'ils puissent y rester et prétendre avoir une place de critique vraiment bien établie. Donc, quelqu'un l'a appelé, et ce quelqu'un, c'est Jean Curtelin, qui était le rédacteur en chef de Présence du cinéma, donc une revue qui a été fondée en 59, qui était un petit peu une concurrente, on va dire, de Positif et des Cahiers à ce moment-là, qui n'avait pas trouvé sa place à la fin des années 60. Et en 61, Curtelin appelle Mourlet, puisque du coup, lui, il a eu affaire à ces écrits-là dans la presse, et notamment au Cahier. Il a été très, très convaincu par la pensée de Mourlet et de ses camarades, et du coup il a décidé de leur léguer la revue, qui à ce moment-là était sur une pente vraiment descendante, et du coup c'est comme ça que ça s'est passé, et du coup Mourlet a pris la revue en main, est devenu rédacteur en chef jusqu'à la fin, avant de passer à Jacques Lourcel, qui est encore une fois un McMahonien convaincu.
Et du coup, voilà, donc c'est quelqu'un qui a évolué dans la critique vraiment à la fin des années 50 et dans les années 60. C'est complètement effacé à partir de 66 à peu près. Il a créé une revue qui s'appelle Matulu en 72, je crois. Donc une revue beaucoup plus transversale, dédiée aux arts, à la culture, à la société, à ces rapports-là. Il a évidemment fait beaucoup de choses en parallèle de ses travaux sur le cinéma. C'est un romancier, c'est un écrivain. Donc, parallèlement à son expérience à présence du cinéma, il écrivait des livres aussi, de littérature. C'est quelqu'un qui est très érudit par rapport au théâtre classique, au théâtre français, européen, globalement. Il est très pointu là-dessus. Donc, c'est pareil, il a écrit des pièces de théâtre, par exemple des fictions sonores pour France Culture. Donc, voilà, il a un parcours très littéraire dans le milieu de la critique de cinéma. Il n'a jamais fait de film. Il est apparu dans quelques films de la nouvelle vague à la fin des années 50 chez Truffaut et chez Godard dans À bout de souffle aussi. Mais vraiment, voilà, il n'a pas du tout touché au côté cinéma dans la technique et vraiment dans l'approche. Lui, il est vraiment resté beaucoup plus sur la critique et la théorie de cinéma. Et voilà, donc c'est Michel Mourlet. Après, on va détailler un petit peu plus son parcours parce qu'il y a quand même des choses à en dire et beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. À la fin des années 50, quel était le cinéma qui sensibilisait énormément Michel Mourlet? Je ne parle pas des McMahoniens, on va parler après des McMahoniens. J'adore leur appellation McMahonien, je trouve ça assez incroyable. Et quel était donc ce cinéma auquel il était extrêmement sensible, Michel Mourlet, à la fin des années 50? Lui, il a vraiment, je pense, érigé sa cinéphilie au contact du cinéma américain, vraiment après-guerre. Je pense que la salle du McMahon, d'ailleurs, dans laquelle il se rendait la plupart du temps, diffusait des films américains en VO, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui l'a drainé à la fin des années 50. Et par ailleurs, je pense que comme il avait cette volonté d'explorer un petit peu d'autres cinématographies, notamment en Europe et particulièrement en Italie, je pense que c'est vraiment voilà le cinéma classique italien et le cinéma classique américain qui l'ont vraiment drainé, on va dire, qui l'ont vraiment permis d'asseoir une pensée sur laquelle on va revenir après. C'est vraiment, je pense, ce cinéma-là. Il était très, très, très détaché du cinéma français à cette époque. Notamment des films que pouvaient commencer à faire les jeunes Turcs de la Nouvelle Vague une fois qu'ils étaient passés par l'apport théorique au cahier du cinéma. Lui n'a jamais défendu les films de Godard, de Truffaut, il les estime peu. Donc peut-être plus ceux de Romer qui vont venir après, pour lesquels il a beaucoup d'affection. Mais vraiment, à ce moment-là, à la fin des années 50, c'est le cinéma américain et le cinéma italien qui prime dans sa cinéphilie, en tout cas dans son panthéon, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y avait certains noms, certains cinéastes donc de cette géographie cinématographique que sont les États-Unis et l'Italie qui revenaient sans cesse dans son espèce de top 10 comme ça chaque année? Est-ce qu'il y avait comme certains noms auxquels il était très très sensible? Oui, bien sûr. Il était vraiment très très sensible au cinéma de Fritz Lang. Je pense que c'est l'un des plus grand défenseur à cette période-là du cinéma de Fritz Lang, sachant que Fritz Lang a eu sa période de retour en Allemagne, où du coup il a fait les 3 derniers films de sa vie en Allemagne, qui n'ont pas été des grands succès. Mourlet s'est vraiment attaché à les défendre, en compagnie d'autres de ses camarades, mais lui vraiment, je pense que Fritz Lang était l'un de ses chevaux de bataille les plus importants. Après, évidemment, il y a Raoul Walsh, pour qui je pense qu'il avait beaucoup d'estime, même si il considère pas toute la filmographie de Raoul Walsh comme étant une entité parfaite. Il y a surtout sur les 10 dernières années de sa vie, je pense que c'est là où il y voit les chefs-d'œuvre, vraiment. Après, au niveau italien, je pense que vraiment, quand il a découvert Vittorio Cotafavi, ça a été quelque chose de très important pour lui. Puisqu'en plus, à cette période, Cotafavi travaillait aussi avec la télévision et Mourlet commençait à avoir un petit œil sur la télévision, à s'intéresser à ce qu'on proposait là sur ce nouveau médium qui était un petit peu différent du cinéma. Et il y a aussi Rossellini qui l'a beaucoup marqué, malgré ce qu'on peut penser, malgré ce que les discours dominants et la doxa veulent bien dire, voilà, que plutôt les McMahoniens et Mourlet en particulier étaient vraiment contre
ces cinéastes-là. Non, visiblement, Rossellini est quelqu'un qui l'a beaucoup marqué aussi. Et Otto Preminger, parallèlement aux États-Unis également. Non, mais c'est vrai que par exemple, quand on connaît un peu l'œuvre de Rossellini et quand on connaît l'œuvre de Raoul Walsh, c'est complètement de choses totalement différentes. Bon, voilà, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais c'est vrai que quand on a Raoul Walsh, par exemple, ou Otto Preminger aussi, qui est une manière de revisiter un peu l'histoire des mythes américains, et quand on voit Rossellini qui est vraiment quelqu'un qui a super influencé les jeunes Turcs, on est très surpris de ce grand écart. De ce grand écart théorique cinématographique que Mourlet, que Mourlet défendait, quoi. Oui, absolument. Mais ça se retrouve un petit peu, puisque du coup, voilà, donc au sein du MacMahon et de Mourlet en particulier, parce que c'est un petit peu lui, plus quelques autres personnes comme Pierre Richian ou Marc Fabre, qui gravitaient vraiment dans le cercle du MacMahon, ont mis en place un panthéon dès le début de leur institution. Donc on a quatre cinéastes. Donc il s'agit de Raoul Walsh, il s'agit de Fritz Lang, d'Otto Preminger, mais aussi et surtout de Joseph Losey. Alors le cas de Losey est très particulier parce qu'on pourrait se dire qu'est-ce qu'il fait un petit peu avec les trois autres. Il s'avère que ils l'ont défendu très très rapidement pour après le descendre dans quelques articles vraiment de façon tout à fait cohérente. C'est-à-dire que, comme je le disais auparavant, la vision macmahonienne ne voit pas forcément l'entité globale de la carrière d'un réalisateur comme étant une somme absolue, parfaite, ce que par ailleurs fait la politique des auteurs avec Truffaut, compagnie. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Et ils arrivent quand même à voir la cohérence dans la carrière et dans la filmographie d'un cinéaste, mais pour autant voir les moins bons films, pas forcément vouloir les sauver. Et ça a été le cas de Losey, au bout d'un moment très influencé par une cinématographie européenne, notamment italienne et française. Losey a commencé à expérimenter beaucoup plus sur le point de vue plastique, ce qui ne plaisait pas du tout aux MacMahoniens. Ils s'en sont pas du tout cachés d'ailleurs. Par exemple, Modestie Blaise est un film qu'ils ont absolument détesté. Mais pour autant, il y a certains films de Losey qu'ils estiment comme étant les plus grands films de l'histoire du cinéma à ce moment-là. Et voilà, c'est ce qui explique un petit peu comment différents cinéastes peuvent graviter autour du cercle des MacMahon, sont considérés comme MacMahoniens. Après, au tout début, c'était vraiment très restreint, c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés rapidement à ces quatre personnes qui correspondaient à leur carré d'as. Mais très vite, de nouvelles personnes sont arrivées dans ce panthéon-là. Donc évidemment, Vittorio Cotafavi en a été un des fers de lance. Samuel Fuller aussi, l'un des principaux. Ida Lupino. Ils sont allés un petit peu prospecter du côté du Japon. Donc ça, c'est grâce principalement à Richian, en ramenant une filmographie particulière, qui est celle de Mizoguchi, qui était un petit peu moins commentée à l'époque, un petit peu chez Positif, mais ça a commencé doucement. Donc voilà, ils se sont élargis plus ou moins. Et pour en avoir discuté avec Michel Mourlet il y a quelques années, lui admettait totalement que la perception et l'exigence qu'il mettait à l'époque à choisir et à élire vraiment leur metteur en scène tenait peut-être un peu du totalitarisme. C'est-à-dire qu'il fallait absolument assumer des choix très clairs et très francs, quitte à être parfois détestables sur certaines autres approches de cinéma comme Fellini, Antonioni. C'était des gens qui pouvaient pas voir clairement, quoi, qui n'aimaient pas du tout et ils savaient pertinemment pourquoi. Mais il fallait, pour se faire entendre, parler un peu plus fort, être un peu plus violent dans les propos, mais aussi restreindre vraiment les personnes à qui on pouvait accorder un crédit et qui pouvaient nous intéresser et sur lesquelles on avait envie un petit peu de théoriser après dessus, tout simplement. C'est ce qui leur a valu d'être traités comme des fascistes parfois. Alors parfois, oui, c'est quand même à le souligner, mais à bon escient. Faut pas tout mélanger, mais il y a cette chose extrêmement totalitaire de vraiment pointer et vouloir restreindre le cercle en petits groupes d'élus, en fait.
Maintenant, c'est déjà beaucoup sont plus de ce monde, donc en fait la cinématographie macmahonienne et la cinéphilie qui l'entoure se sont complètement élargies. Il y a des gens dans le cinéma français actuel qui se revendiquent macmahoniens, qui n'ont pas vraiment à voir peut-être avec les objets défendus, mais en tout cas qui se retrouvent dans le côté théorique. Mais au tout début, c'était très restreint parce qu'il fallait exister. Il fallait exister d'une part dans le paysage critique parce qu'on avait d'un côté les cahiers du cinéma qui avaient leur Hitchcock et Hawks. C'était vraiment, il fallait défendre qu'eux. Il fallait avoir ces têtes en fait pour pouvoir aussi s'identifier en tant que groupe. Chez Positif, on défendait bien plus facilement Antonioni ou ces personnes-là. Chez eux, voilà, il fallait élire un groupe de personnes qui, dans leur propre appréhension théorique, méritaient sur lesquelles il fallait se pencher. Mais s'il y a un point sur lequel je peux revenir, c'est vraiment que il y avait cette défense-là chez eux dès le début, de vouloir réévaluer l'appréhension d'un cinéaste. Par exemple, si on prend le cas de Alan Dwan, donc un cinéaste extrêmement vieillissant, je me demande d'ailleurs s'il n'est pas mort quand ils ont commencé à écrire quelques notules à la fin des années 50. C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière très jeune, qui a fait un nombre de films incommensurables, mais qui n'a jamais été promu dans les colonnes critiques de la presse française notamment. Donc pour eux, c'était nécessaire d'aller au-delà de ça, de voir les films de Dwan, d'en parler, parce qu'ils estimaient que c'était quelque chose qu'il fallait montrer à un public. Comme ça a été le cas pour Lang, ils ont évidemment voulu complètement le défendre sur la fin de sa carrière, avec un triptyque qui a été plutôt mal accueilli, en tout cas mal reçu. Voilà, il y avait toujours cette volonté de défense du cinéma, de défense de certains cinéastes, mais surtout plutôt certains films, parce que l'auteur chez eux est une notion très vague, ils parlent vraiment plus en termes de film et de mise en scène. On va pouvoir revenir là-dessus. Et c'était vraiment ça, c'était mettre en avant des cinéastes soit pour les révéler à un public, donc comme Kota Favi par exemple, qui était à l'époque absolument méconnu en France au tout début des années 60, ou alors réévaluer la perception d'un cinéaste qu'ils estimaient pas assez estimé justement, comme Fritz Lang ou Alan Dwan par exemple. Ils avaient quel âge approximativement, toutes ces macmahoniens à peu près, l'ordre, pour avoir une certaine idée comme ça? Alors, Mourlet est né, je crois, en 34. Donc, ils avaient entre 20 et 30 ans maximum. Je pense que le plus âgé devait être peut-être Rician, quoique je suis pas certaine de ça. Mourlet faisait vraiment partie des plus âgés, avec Rician et Lourcel. Mais je dirais, à la fin des années 50, ils avaient 25 ans, à peu près. D'accord. C'était vraiment des jeunes, ils sortaient du lycée. Mourlet s'était engagé dans des études d'art déco, je crois. En fait, très vite, il s'est rendu compte que ce qui le passionnait au plus profond, c'était le cinéma et la littérature. Donc, il a très vite essayé de faire ses propres marques et de démarcher des papiers pour pouvoir écrire et pour pouvoir s'exprimer. Entre 53 et 58, dans les cahiers du cinéma, on le sait, de par la transmission, de par aussi les travaux d'Antoine Debec en tant qu'historien, on sait tout ça qu'il y avait plusieurs pensées qui se sont créées comme ça, et qu'on associe aux jeunes Turcs. Par exemple, bon, vous l'avez très bien évoqué, à savoir que on va aimer tous les films d'un cinéaste, bien Jacques Becker par exemple, le fameux exemple Ali Baba et les 40 voleurs de Jacques Becker. Truffaut dit bon, il sait que c'est pas terrible, il sait que c'est très mauvais, mais quand on lit l'article, on sourit un peu parce que on comprend, mais il le défend coûte que coûte parce que le plus mauvais film d'un grand cinéaste sera toujours plus intéressant que le meilleur film d'un cinéaste plutôt lugubre comme ça. Bon voilà, il y a cela, et puis il y a surtout aussi la capacité de tourner à petit budget, en extérieur. Par exemple, ils aimaient beaucoup Gargy-Ulmer, si je me trompe pas. D'ailleurs, je crois que même Michel Mourlet avait une espèce de pseudonyme, je crois, qui s'appelait, je sais plus. En tout cas, ça se terminait par Ulmer, je crois. Il avait comme ça une espèce de pseudonyme. Là où je veux en venir, c'est que Mourlet, les macmahoniens, certes, mais
vous avez donc cité les cinéastes auxquels ils étaient sensibles, certains films de certains cinéastes auxquels ils étaient sensibles, mais si on devait comprendre la pensée de ce groupe cinéphile et critique, quelle serait cette pensée? Alors, elle est très difficile d'une part à résumer puisqu'elle est assez complexe. En fait, la pensée macmahonienne a vraiment été mise à plat et verbalisée, si je peux dire, par Michel Mourlet, en 59 dans les Cahiers et en 60 par Jacques Serguine, qui était un critique à l'époque, pareil aux Cahiers, qui s'est autoproclamé macmahonien. Ça tombait bien puisque leurs deux perceptions convergeaient totalement. Alors la pensée macmahonienne, on peut, je pense, parler peut-être de théorie, ça serait un petit peu à discuter. Elle veut vraiment que le cœur du cinéma soit la mise en scène. C'est-à-dire qu'on part des films et on part du lien des films avec le spectateur d'un point de vue très ancien philosophiquement d'Aristote, c'est-à-dire que l'homme naît dans un monde qui lui échappe et l'art est là pour reconnecter l'homme au monde. Donc l'art doit représenter le réel évidemment pour lui faire voir, lui faire prendre conscience des choses qui peuvent lui échapper, pour lui permettre de vivre plus sereinement et de rejoindre son existence de façon simple et sereine. Donc comment ça s'exprime dans la pensée macmahonienne, c'est que pour eux la caméra est vraiment ce qui va enregistrer le réel d'un point de vue évidemment du cinéaste par rapport à une mise en scène, donc des objets et des hommes dans un cadre donné, qui va permettre en fait de comprendre le réel par un dévoilement. Donc là, ça c'est plutôt une théorie de Heidegger, vraiment le dévoilement qui a été d'abord théorisé par Hegel, mais c'est vraiment le dévoilement du monde, c'est-à-dire que l'art doit rendre clair à l'homme ce qui lui est normalement opaque, c'est-à-dire le réel, et chez les macmahoniens, le réel égale le vrai. Il faut que la mise en scène soit vraie, il ne faut pas qu'elle soit truquée, il ne faut pas qu'elle soit alourdie par des choses qui permettent plus de voir des signes que la signification. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher une essence du cosmos, de l'ordre du monde, de la place de l'homme dans le monde, pour lui permettre de voir vraiment la réalité en face. Ça, évidemment, ça passe sans filtre, ça passe sans effet de caméra qui n'ont pas de sens aux yeux des macmahoniens, sans effets de montage qui n'ont pas de sens non plus. Les effets d'accéléré, de ralenti, c'est proscrit. C'est un cahier des charges très 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 précis et très exigeant. Il ne doit pas y avoir une intonation théâtrale dans la voix des comédiens, des acteurs. Ça c'est pareil, c'est absolument à bannir. Il faut vraiment que le contact de la caméra du cinéaste sur ce qu'il filme soit quasi épidermique. Il faut que ce soit le plus net et brut possible pour permettre à l'homme de comprendre véritablement sa place dans le monde en regardant un film et en se sentant en accord, comme s'il y avait un fil de tendu entre le film et le spectateur, qui lui permettent vraiment de comprendre quelque chose de plus ou comprendre quelque chose qu'il n'avait pas bien compris auparavant. C'est vraiment ça, à la base. Est-ce que ça doit passer par quelque chose de parfait, d'être dans une forme de perfection totale? Alors, je crois pas. D'après ce que je comprends et pour en avoir parlé avec Mourlet, il n'y a jamais de recherche de perfection, puisque en fait pour eux, comme pour Aristote, comme pour Hegel, comme pour Heidegger, il y a une vérité en fait. Il faut savoir la saisir. C'est ce qu'il explique quand il dit que lui, il a compris vraiment ce que représentait le cinéma pour lui, quand Walsh dit il n'y a qu'une seule façon de faire entrer un acteur dans une pièce. Il n'y en a pas 107, il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'une seule et c'est la vérité. C'est ça, c'est peut-être en ce sens qu'il recherche une forme de perfectionnisme, mais par contre, si la mise en scène est toujours perfectible à leurs yeux, ça je pense qu'on peut en être sûr, il y a quand même quelque chose qui est très important à souligner, c'est que cette exigence-là de la mise en scène, fondamentalement et intrinsèquement, propose une sorte induit plutôt, une sorte de fascination. Et c'est ça qui leur a posé évidemment beaucoup de problèmes,
puisque pour eux, pour que l'homme se reconnaisse à fond, puisse vraiment être en phase avec un film, ça passe par ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire le corps, et c'est le corps des acteurs. Et c'est toute cette fascination qu'il y a autour du corps des acteurs, toute cette fascination pour la beauté des acteurs, alors au sens brut, c'est-à-dire au sens où elle révèle vraiment le monde. C'est pour eux une beauté objective, une beauté très brutale, une violence parfois aussi, ce qui les pousse évidemment dans des retranchements au début des années 60 problématiques sur le plan politique, puisqu'on tombe dans une forme de fascisme de l'image, en fait. C'est-à-dire qu'on va pousser dans les pires retranchements ce que peut être le corps, ce que peut être le corps dans un décor aussi. Après, évidemment, tout ça est à nuancer puisqu'il n'y a pas de violence pour la violence. Il y a la violence car elle permet de faire jaillir à l'image certains élans de vérité, de vrai, de réel. C'est ce qui c'est ce qui leur importe, évidemment. Vous avez évoqué le cinéma américain, un peu le cinéma italien, très peu le cinéma français, voire pas du tout. Est-ce que cette vérité dont vous parlez, est-ce qu'ils allaient aussi la chercher, la trouver dans d'autres cinématographies? Pourquoi je pose cette question? Parce que les années 60, on le sait, ça a été il y a eu plusieurs nouvelles vagues de par le monde entier. Est-ce qu'ils étaient sensibles aux propositions cinématographiques du monde entier? Voilà, pour synthétiser grossièrement la question. Oui, je pense que oui. Et ce qui matérialise, ce qui est un exemple de ça, je pense assez frappant, c'est vraiment le travail de Pierre Richand à ce moment-là, qui part aux quatre coins du monde, qui prend un avion pour aller d'une salle de cinéma à Londres, puis un plateau de tournage à Hollywood, pour en fait après aller au Japon. C'est quelqu'un qui bouge tout le temps à ce moment-là, dans une logique d'une part de défricher un peu des cinématographies, ou de faire émerger un peu des cinéastes qu'il faut suivre, des films à voir absolument pour les ramener évidemment en France, mais aussi je pense parce qu'il y avait un intérêt pour les nouvelles formes de cinéma. Alors chez eux c'est très compliqué puisqu'ils sont très attachés, comme je l'ai dit, à la forme vraiment classique du cinéma et pas vraiment à la modernité, bon, même si ce terme je pense un petit peu galvaudé maintenant. Mais il y avait quand même ce désir d'aller trouver dans plein de films différents, d'horizons différents, l'application de leur pensée. Être vraiment en accord avec les films et leur penchant littéraire, notamment écrit par Mourlet. Ça, c'est certain. C'est pour ça qu'ils sont vraiment allés chercher, notamment au Japon. Je pense à Pierre Richand, qui était un fin connaisseur jusqu'à la fin de sa vie et un fin défenseur du cinéma asiatique, parti japonais. C'était vraiment quelque chose, je pense, auquel il s'attachait beaucoup, d'aller voir au-delà. Pour après aussi, ils sont revenus en France assez rapidement. Je pense à des cinéastes comme Claude Sautet qui les ont beaucoup, enfin Claude Sautet, Michel Desville, qui ont été des cinéastes qui les ont particulièrement intéressés. Pareil, encore une fois, pas toute la carrière. À un moment, ils se font un peu démonter, mais une partie des films les intéresse énormément. Ça, c'est sûr, vraiment beaucoup. En 59, si je me trompe pas, il y a cet article qui s'appelle Sur un art ignoré que vous avez évoqué au début de l'entretien, écrit par Michel Mourlet, qui est publié dans les Cahiers du cinéma. Si je me trompe pas, il est publié en italique pour vraiment bien distinguer que c'est incroyable. Pour vraiment bien distinguer qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quand même au sein de l'équipe éditoriale, à savoir qu'il y en a qui sont pas forcément d'accord avec ce que le texte dit. Que dit le texte à l'époque et aujourd'hui, en 2021, quand on relit le papier, est-ce qu'il y a toujours le même sens? Moi, je pense que dans la tête de Mourlet, je pense qu'il a le même sens. Alors après, ça serait comme parler de la série d'articles de Romer, le celluloïde et le marbre, qu'il a sorti en 55 dans les cahiers, sur lesquels il est revenu. Après, je pense que Mourlet est revenu dessus parce que d'ailleurs, cet article-là a fait l'objet d'un livre qui a été maintes fois réédité. Après, ce que dit le texte en substance, c'est vraiment l'exposition de ce qu'ils appellent la res cinematographica, c'est-à-dire le langage, la mise en scène comme langage. Comment ça s'opère? Ça s'opère évidemment par le cadre, par des choix qui ne sont jamais laissés au hasard. Tout cela évidemment au service de la vérité, du vrai, du beau aussi, c'est quelque chose de très important.
Voilà, et ça peut passer par le corps des acteurs comme on l'a vu, par une certaine violence aussi. Il a écrit d'ailleurs un texte qui s'appelle Apologie de la violence, qui ne trompe personne. Je pense qu'il cherchait à tromper personne, si ce n'est évidemment parfois être provocateur. C'est pour ça que le texte est très particulier. Mais je pense qu'aujourd'hui, peu de choses ont changé dans sa perception de l'art en général et du cinéma en particulier. Je pense qu'il est encore tout à fait en phase avec cela, même si, comme il le dit lui-même, il a vraiment ouvert son horizon. Il faut savoir qu'à cette époque-là, comme je l'ai dit, ils étaient obligés peut-être de frapper un peu fort. Ils ont frappé très fort puisqu'ils ont publié ça dans les cahiers. Rohmer était tout à fait en accord, puisqu'à cette période-là, c'était Rohmer qui dirigeait quand même plus ou moins les cahiers du cinéma. Il était très en accord avec ça, mais il a quand même préféré le publier, comme vous l'avez dit, en italique, avec une notule précisant que la rédaction se gardait les droits d'intervenir ou pas, en tout cas de prendre ses distances avec ce qui allait être dit, puisque ça pouvait frapper un peu fort. Effectivement, ça a frappé plus fort que prévu, puisqu'après, ils ont eu le droit de faire un numéro sur Joseph Losey un an après, en 60, et numéro qui a été complètement piloté par les McMahoniens, Michel Mourlet en tête, évidemment, Pierre Rissian, Jacques Lourcel. Donc, ça a été très problématique pour eux, puisque ça a fait l'effet d'une bombe, c'est-à-dire que ils se sont vus très vite attribuer des rôles au sein des cahiers du cinéma comme étant peut-être un nouvel élan critique, à un moment où, on le rappelle quand même, les protagonistes commencent à faire des films, donc c'est peut-être moins disponible aussi pour le travail littéraire sur le cinéma. Mais ça n'a évidemment pas plu à une partie de la rédaction, Rivette, Truffaut, et ils se sont fait tout simplement sortir de là, et c'était très bien comme ça. Je pense que visiblement ils le regrettent pas du tout, que ce soit Mourlet ou les autres, ils ont été très contents de faire une aventure après, grâce à Présence du cinéma, pour avoir une ligne éditoriale qui soit cohérente, pour pouvoir prendre des choix vraiment très précis par rapport à ce qu'ils attendaient. Mais voilà, sur un art ignoré. Mais avant de parler de Présence du cinéma, si vous me permettez de revenir sur cette petite période-là de l'article du numéro spécial Joseph Losey, l'apologie de la violence qui a eu beaucoup de retombées, on dit que donc Rohmer, effectivement, à cette époque-là, avec les McMahoniens, sont très mal vus, comme vous l'avez dit, par Rivette. En fait, c'est très simple. Ma question est très simple. Dans les années 50, aujourd'hui, on sait que la plupart des rédacteurs des cahiers du cinéma, politiquement, ils n'étaient pas forcément à gauche, mais plutôt à droite. Pas à l'extrême droite, mais plutôt à droite. À part peut-être Rivette ou une ou deux personnes, et encore. Et quand on lit Antoine Debec, on comprend que avec les McMahoniens, leur manière de voir le monde à travers le cinéma, avec Rohmer, il se passe quelque chose que craignent Doniol Valcroze et Rivette, à savoir que la revue commence à virer un peu vers quelque chose qui soit très discutable politiquement parlant, contrairement à Politique qui était plutôt à gauche. Donc il y a de cela qui en coule. Et quand on en parle, quand on lit aujourd'hui les textes ou quand on lit des historiens du cinéma parler de cette période, on dit, les textes disent que heureusement qu'il s'est passé cette espèce de coup d'État entre parenthèses, sinon la revue allait réellement partir dans une position très, très délicate. Ce qu'on ne voit pas forcément dans Présence du cinéma, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Je pense que c'était vraiment circonstanciel, c'est-à-dire qu'on était à un moment en 59, c'est un chaos total dans le milieu de la critique, en France aussi, la guerre d'Algérie, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent, voilà, il y a Charles de Gaulle qui revient, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont pas claires. On est aussi à la fin d'une décennie qui embraye sur la décennie d'avant qui est un contexte de guerre en fait. Je pense que les choses sont pas claires. Il y a une forme de modernité qui s'instaure un peu dans les arts. Donc tout ça a créé un espèce de chaos ambiant un petit peu. Évidemment, la rédaction des cahiers du cinéma n'est pas à l'abri de ce chaos-là. Je pense que politiquement, à ce moment-là, ils étaient quand même plus ou moins tous placés à droite. Rohmer le dit de façon... Après, alors Rohmer, c'est quand même une droite particulière, c'est une droite chrétienne qui est très... qui est quand même très spiritualisée, si je peux dire.
Truffaut est dans une droite plus molle, on ne sait pas trop. Il est aussi très virulent de son côté. Il a quand même écrit des papiers dans Art à ce moment-là, pareil, qui sont francs. Donc voilà, tout ça fait que quand les McMahoniens débarquent dans cette rédaction-là, ils osent dire, alors ça c'est quelque chose qui est un petit peu particulier, je sais pas si je pourrais parler de malhonnêteté, mais on peut en discuter, mais ils osent dire à ce moment-là, Mourlet en tout cas, se définit comme étant complètement apolitique. Pour lui, c'était hors de ses préoccupations, il était au-dessus de tout ça évidemment, il s'intéressait à l'art pour l'art, complètement de façon désintéressée, il n'y avait pas de volonté d'émettre un discours politique. Alors c'est très curieux puisqu'évidemment quand on lit ces textes-là, on est frappé parce qu'il y a quand même évidemment une exigence et une cohérence qui sont folles, mais aussi il y a quand même cette fascination qui peut poser des questions dans l'interprétation politique de la chose. Donc lui disait tout bonnement, voilà, moi je suis arrivé à un moment où certains m'ont pris à partie comme Romer de droite en me disant que j'étais de droite, et puis d'autres voyaient bien que j'étais plutôt à droite, donc ils me définissaient comme ça puisque j'étais un ennemi d'une pensée plus libérale et moins conservatrice de la gauche, donc ça les arrangeait bien que je sois de droite, donc je me suis dit je suis de droite du coup comme ça. Ce qui est vraiment se positionner politiquement de cette façon pose problème. Enfin, il y a des questions qui sont sous-jacentes, pardon, et on se dit mais comment c'est possible qu'il n'ait pas quand même vu ça avant. Donc voilà, est-ce qu'on peut parler de naïveté, de malhonnêteté, de filouterie aussi peut-être? Est-ce qu'il y avait une volonté de passer au travers des mailles et d'aller dans le sens du vent? Mais voilà, après Mourlet, tout au long de sa vie, a travaillé quand même pour des médias ou des journaux comme très ancrés à droite. Je veux dire, il est resté très longtemps à Défense de l'Occident. Par Bardèche, donc je sais pas si on peut parler de ça. Bon, après il le dit lui-même qu'il est pas du tout, il a pas du tout une sensibilité de gauche. Ça c'est pas du tout quelque chose qu'il revendique. Au contraire, et je pense que maintenant il revendique qu'il est complètement de droite. C'est bien d'assumer aussi au bout d'un moment. Mais là, c'était très particulier de le voir s'exprimer sur ça en disant que voilà, on lui a plus collé une étiquette. Et puis au cahier à ce moment-là, ça balançait plutôt à droite, donc ça allait bien dans ce sens-là. Et quand j'ai repris Présence, ça allait bien aussi. Ce qui explique que voilà, il y avait, je pense, peut-être qu'on surintellectualise maintenant cette période des cahiers de présence du cinéma positif à la fin des années 50, qui avait peut-être pas lieu d'être et c'était peut-être beaucoup plus simple. Ou peut-être pas, peut-être que c'était complètement le chaos. Voilà, à voir comment on peut analyser ça après. Les McMahoniens n'ont pas tenté de le faire puisqu'ils sont partis, ils ont décidé de vivre une aventure à Présence du cinéma qui est différente. Il faut savoir que Présence a été fondée en 59, la revue est reprise en 61 par les McMahoniens, donc c'est pas aussi un organe de presse McMahonienne directement en 59. Ils ont déjà fait leurs armes au cahier avant. Alors juste j'ouvre une parenthèse, nous ne sommes pas là, enfin je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais au contraire c'est d'un point de vue historique, je trouve ça passionnant de comprendre un peu comment la critique de cinéma en France a évolué. Et voilà, c'était juste pour bien préciser cela. Il n'y a pas de jugement de ma part, mais au contraire plutôt une véritable curiosité parce que c'est assez passionnant de comprendre un peu comment elle a pu évoluer cette critique. Présence du cinéma. Est-ce que, comme vous l'avez dit, effectivement, ils avaient fait leurs premières armes au cahier pendant 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec Présence? Est-ce que ils ont continué à proposer des choses théoriques, des idées, ou tout avait déjà été dit au cahier? Comment ça se passe? Alors, ça se passe en 61 déjà quand ils débarquent, quand Jean Curtelin leur propose la rédaction, donc à Michel Mourlet et ses comparses. Donc tout de suite, eux, ils instaurent une vraie ligne éditoriale, ce qui n'existait pas avant dans la revue. La revue elle a été fondée par Curtelin et Michel Parcy en 59 dans un projet éditorial complètement flou, un peu fourre-tout. Il y avait autant des grands critiques de gauche comme Pierre Cast, qui déjà a commencé à tourner des films. Il y avait aussi des critiques plus du côté surréaliste comme Robert Benayoun. Voilà, il y avait un peu tout le monde, Michel Delahaye. Tout le monde cohabitait plus ou moins dans cette première partie de vie de la revue. À l'arrivée de Michel Mourlet,
c'est vraiment une ligne éditoriale McMahonienne. C'est-à-dire qu'elle se met en place de façon très pragmatique, avec des très grands entretiens avec les cinéastes et les collaborateurs au film aussi, c'est très important pour eux. Numéro thématique à chaque fois sur un cinéaste précis. Bien sûr, la plupart du temps, un cinéaste qu'ils affectionnent beaucoup. Le premier, c'est Vittorio Cotafavi. Je pense que Michel Mourlet avait envie quand même de le mettre en avant dès le début. C'est une très belle iconographie, toujours avec des photos de tournage. Il y a aussi parfois des extraits de scénarios, des entretiens, comme je l'ai dit, avec des collaborateurs. Mais il n'y a pas un travail critique très très dense. Il y a parfois certains interviennent sur des textes plus ou moins longs pour parler vraiment d'une filmographie, enfin en tout cas d'une partie de la filmographie. Et la pensée McMahonienne se faufile là-dedans très bien. Mais il n'y a pas de texte théorique dans Présence. C'est très rare. Je pense même, à ma connaissance, pour avoir étudié la revue, ne pas en avoir décelé un seul. Il s'agit quand même plutôt de textes critiques qui, au bout d'un moment, vers les années 63-64, commencent à filer vraiment plus vers des dossiers denses et laisser la critique de côté pour vraiment laisser la place à ceux qui font le cinéma. Je pense que ça, c'était une volonté de leur part, au bout d'un moment, de laisser un petit peu l'exégèse comme ils avaient l'habitude de la mettre en place, avec vraiment un volet critique très important, pour plus accompagner la parole de ceux qui font vraiment le cinéma, parce que c'était aussi des façons de le promouvoir pour eux. Encore une ou deux questions. Aujourd'hui, en 2020, enfin, quand on lit les textes et les entretiens, et surtout, donc les entretiens sont intéressants parce que il y a toujours une pensée comment dire, elle est facile de la contredire, sa pensée, très très facile. On a même très très envie d'aller le voir et de lui expliquer, comme les McMahoniens, en hurlant sur lui, mais tu ne peux pas dire un truc comme ça, c'est pas possible. C'est par rapport au cinéma, j'entends bien, pas par rapport à la société, à la politique. Hein. Et il y a aussi son journal et comment dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que il y avait j'ai l'impression que Michel Mourlet est réellement resté sur ses convictions, qu'il a peut-être changé 2-3 petites choses, mais le gros de sa pensée est toujours resté intact et qu'il n'y a pas eu peut-être de changement malgré les films, les nouveaux films, et une nouvelle manière de faire du cinéma. J'ai cette impression-là, peut-être que je me trompe, mais il est vraiment resté dans une... C'est comme s'il était resté enveloppé, comme on dit dans les journaux de l'époque. C'est une expression très particulière. Il a une pensée sur le cinéma qui est intéressante, des sensibilités qui au cours aujourd'hui sont très importantes, comme Walsh, Lang, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu hermétique par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui. Et voire même qu'il taquine, certaines propositions cinématographiques d'aujourd'hui. J'ai cette impression-là. Oui, moi je pense que vous avez raison. Moi, je vous rejoins totalement sur le fait de vraiment, il est conservé dans un cocon. Alors, je pense que cela tient à deux choses. D'une part, il est complètement iconoclaste, c'est-à-dire qu'il s'est très vite mis sur un piédestal. Il est jusqu'au boutiste, il est persuadé, il est intransigeant aussi. Donc, ce qui fait qu'il a vraiment cette perception-là. Du McMahonisme comme étant, enfin en tout cas de la pensée McMahonienne comme étant celle, limite la seule valable. Il est très 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 enclin au dialogue, à la discussion, ça c'est sûr, parce que c'est quelqu'un qui est passionné par les autres et passionné d'apprendre tout ça. Mais je pense que pour le faire décamper de ses positions, il faut y aller vraiment. Et d'autre part, je pense qu'il est très fier aussi de voir qu'il y a depuis une dizaine d'années, un regain par rapport à ces années-là, fin 50, début 60, mais aussi tout ce que la pensée McMahonienne a permis en fait de faire, parce que c'est une pensée à l'instar, au contraire, pardon, de la politique des auteurs qui est beaucoup plus intransigeante et exigeante et qui demande vraiment de se poser et de comprendre quel est l'enjeu derrière tout ça. Donc ça, je pense qu'il est vraiment très fier de cela et qu'il n'est pas prêt d'en découdre, puisqu'en fait, lui, c'est complètement en accord avec ses valeurs, ses revendications, sa perception du monde. C'est quelque chose d'extrêmement cohérent. Il a commencé à aborder les arts, la littérature et le cinéma en particulier, sous ce prisme-là. Donc je pense que quand
quand on construit sa vie comme ça, il est impossible de se défaire de ça. C'est pour ça que là, quand je vois qu'il sort encore des livres, bon là, évidemment, une énième parole. Il a sorti donc ses mémoires il y a 4 ou 5 ans. Avant, il avait sorti tout un voyage en cinéphilie absolument passionnant parce que, bah, évidemment, il a plein d'anecdotes à raconter et c'est toujours très éclairant. D'ailleurs, en plus d'être juste sympa à lire, c'est très très éclairant. Et du coup, je pense qu'il a cette volonté-là de rentrer dans un panthéon intellectuel de gens qui ont compté pour la théorie de l'art, pour l'histoire de l'art, celle du cinéma et de la littérature, du théâtre en partie, enfin aussi évidemment. Et je pense qu'il y a cette volonté de rester iconoclaste malgré tout, vraiment de contre vents et marées, d'affirmer sa position parce que je pense qu'il la soutient encore et qu'il en est encore en accord avec ça aujourd'hui. Alors pour revenir sur le côté, il envoie des pics vraiment au cinéma contemporain. Oui, ça c'est clair et net. Je pense que il déteste vraiment le cinéma américain actuel. Je pense que ça lui fait même du mal des fois d'en parler parce que pour lui qui a vécu l'âge d'or, survivant de l'âge d'or, hein, c'est le titre de son dernier livre, il y a quelque chose comme ça. D'un deuil à faire visiblement, et je pense que ça doit être très dur pour lui et pour eux encore en vie, mais il y a surtout aussi ce côté-là un peu passéiste de vouloir croire que ce qui était avant était mieux. Il m'a dit qu'il s'était plus ou moins essayé à avoir quand même une appréhension plus joyeuse du cinéma actuel, mais qu'il n'y arrivait pas et qu'il avait très peu d'intérêt en fait pour le cinéma actuellement. Et en partie le cinéma américain qu'il a contribué à défendre pendant quelques années, et là il s'y retrouve plus du tout. Pour lui, il y a plus rien en fait de valable parce que tout simplement ça ne colle pas à la pensée McMahonienne aussi. Comment lui perçoit le cinéma, ça ne colle pas du tout. Il y voit du divertissement pour adultes, de la bande dessinée pour adultes, des choses comme ça, mais pas du tout vraiment une réalité ontologique, quelque chose de vrai, quelque chose de beau. Non, il voit plus du divertissement et ça, il n'est pas forcément. J'aimerais bien le filmer en train de regarder un Marvel ou Zack Snyder. Je pense que. Si vous voulez le perdre, peut-être. Là, oui, je pense que ouais, ça serait compliqué. C'est d'autant plus étrange que quand on voit Pierre Rissian ou les regrettés Pierre Rissian et Bertrand Tavernier, ils ont continué l'un et l'autre. Effectivement beaucoup plus encore que à voir un peu ce qui se passait aujourd'hui, enfin à voir un peu comment le cinéma évoluait. Et je dis Tavernier parce que voilà, il avait quelques incohérences avec cette période-là et c'était intéressant de savoir ça. Vous avez dit un truc sur vous avez évoqué quelque chose sur cette pensée McMahonienne qui continue encore de dévoiler des choses. Est-ce que ça voudrait dire on peut dire encore aujourd'hui qu'il y a encore des petits secrets qui sont liés à cette pensée, qu'on peut encore continuer à l'étudier, à la travailler et découvrir des choses? Je pense que oui, même si là, à mon avis, elle arrive peut-être à saturation à force de surintellectualiser toujours. Hein, c'est aussi le principe des études universitaires où peut-être au bout d'un moment on tourne en rond à force d'étudier la même chose, voilà, essayer de trouver du sens. Je pense que oui. Après, je trouve que c'est une pensée qui est extrêmement intéressante à prendre en compte, remise dans son contexte, mais aussi remise dans une perception plus globale de l'art et de la culture. En fait, je trouve que c'est très voilà, parce que on peut se dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont voulu se mettre une telle discipline pour coller les valeurs à leur propre perception, leurs propres valeurs à leur perception du monde, mais aussi aux objets qui les entouraient de façon artistique, culturelle, intellectuelle. C'est très rare en fait aujourd'hui que des gens, des passionnés s'instaurent une telle discipline. Donc moi, je pense que c'est plus ce côté-là qui est peut-être plus avoir vraiment d'une dynamique d'interprétation, de voir comment la machine roule, plus que la pensée en elle-même qui, je pense, maintenant est... Voilà, il suffit de lire un petit peu Mourlet, de lire sur un art ignoré, et on comprend très bien. Il a une plume qui est assez belle en plus, je trouve. Il écrit bien, après, il est très érudit, donc voilà, évidemment, ça aide. Mais je trouve que oui, on peut encore continuer d'avoir des petites étincelles en pensant au McMahonisme, mais je pense il faudrait pas tomber dans un écueil où on voudrait à tout prix réappliquer cela, parce que je pense que c'est peut-être une démarche qui est un petit peu, je dirais pas malhonnête, mais qui est peut-être un petit peu forcée.
Parce que si elle émane pas de nous, cette pensée-là, se l'appliquer, ça peut faire mal en fait. C'est que c'est quand même une pensée qui est ultra exigeante, qui demande aussi des connaissances approfondies sur plein de sujets, notamment sur le classicisme, que ce soit en théâtre, en littérature. Voilà, il y a des choses qui peuvent nous échapper et autant l'appréhender, essayer de la comprendre, voir quel intérêt aussi elle a eu à un moment, qu'est-ce qu'elle a permis de faire, qu'est-ce qu'elle n'a pas permis de faire, voir l'exclusion, voir la fascination qu'il y avait autour de ça, oui. Après, vouloir l'appliquer à tout bout de champ, je pense que ça tient plus de la posture. Je crois comprendre, je lis très peu la presse, pour tout dire, cinématographique en ce moment, parce qu'elle m'intéresse peu. Néanmoins, je me dis, s'il y avait un élan comme ça qui allait en ce sens, peut-être que ça dynamiserait un petit peu plus le propos. Mais je veux pas, à mon avis, que la critique colle absolument au McMahonisme parce que c'est un effet de mode, parce que c'est sympa, parce que au moins on est vraiment affiché. Je pense qu'il faut vraiment se trouver sa personnalité avant de vouloir à tout prix mettre une étiquette sur ses propres théories et peut-être les développer en interne avant de vouloir les exposer. C'est intéressant, là vous ouvrez une porte sur un autre sujet qui serait la critique au jour d'aujourd'hui, et ça c'est pour le coup là très 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 passionnant. Un sujet peut-être un jour on en reparlera sur cette chaîne. En tout cas, j'avais dit 45 minutes, c'est 50 minutes, j'en suis vraiment désolé, mais c'est tellement passionnant qu'il y a plein de choses à dire. Je rappelle donc le pourquoi du comment, c'est Michel Mourlet, c'est Survivant de l'âge d'or, c'est des textes d'entretien sur le cinéma entre 70 et 2020. Il y a d'autres publications effectivement de Mourlet qui récentes et du passé. C'est édité chez les éditions de Paris Max Chalel. Je voulais absolument en parler sur cette chaîne et je suis très content d'en avoir parlé avec vous, de vous avoir plutôt écouté. C'était en tout cas passionnant. Merci beaucoup en tout cas Justine. Mais si, il faut quand même que je dise un truc, c'est que, enfin c'est vous peut-être qui allez le dire, c'est qu'il y a une phrase importante sur Un art ignoré qui a été reprise, qui a été plutôt modifiée par Godard, et c'est honteux d'ailleurs. Et puis même, enfin, je vous laisse parler, et après je vous libère. Alors, après. Oui, et ça il y a pas de problème, j'ai pas de contrainte après, il y a pas de souci. Mais donc c'est l'épigraphe dans le mépris qui est une phrase attribuée à André Bazin par Jean-Luc Godard et qui dit le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs, quelque chose comme ça. Une phrase qui, comme le dit Mourlet, quand on la regarde vraiment, ne veut rien dire et qui est vraiment une phrase de Jean-Luc Godard. Et en fait, cette phrase-là est issue d'une vraie phrase qu'il y a sur Un art ignoré et qui est le cinéma, je ne sais plus, je dois l'avoir quelque part, mais qui n'est pas du tout du même ordre. Et qui veut vraiment dire quelque chose pour le coup et qui veut dire quelque chose de la pensée macmahonienne. Et ça, Mourlet l'a appris vraiment très tard puisque c'était complètement détaché du cinéma de Godard. Il avait, je crois, beaucoup aimé Pierrot le Fou, pas du tout les autres films de Godard. Du coup, il n'a pas eu d'intérêt à les voir. Il les a vus, je pense, 15 ans après. Et quand il a découvert ça, visiblement, il était très content de pouvoir faire un peu de provocation avec Godard pour enfoncer un petit peu le clou et rétablir l'ordre et encore une fois la paternité. Bon, c'est quelque chose qu'il aime bien aussi, savoir que c'est lui qui est à l'origine de quelque chose et en plus ce quelque chose-là étant déformé, il pouvait d'autant plus l'attaquer un petit peu. Mais et puis, alors, je triche un peu parce que je l'avais noté quand même. C'est le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre pour nous donner un monde accordé à nos désirs. Et je pense que moi, si j'avais été à la place de Michel Mourlet et que je savais qu'on avait modifié une phrase et qu'on l'avait attribuée à André Bazin, qui est considéré par tous comme le plus grand critique, oui, j'aurais peut-être un peu fait la gueule, comme on dit. Et en même temps, j'aurais été fier un peu. Oui, parce qu'en plus, Mourlet est vraiment estime beaucoup Bazin. Donc je pense que ça le gênait pas. C'était plus le fait que Godard ait joué avec sa phrase qui l'embêtait. Et encore, je pense qu'il a trouvé ça très drôle quand même. Mais c'est du Godard. C'est du Godard. On peut pas lui en vouloir. Merci beaucoup, beaucoup Justine. Sur la page dédiée à ce live pour pour cette émission, celles et ceux qui nous regardent, il y a un lien qui renverra directement à la page de ce livre sur le site des éditions de Paris Max Chalel. Comme ça, vous pourrez vous procurer le bouquin si vous en avez envie. En tout cas, c'est intéressant. Merci beaucoup, Justine, et je vous souhaite une agréable journée et à très vite, comme on dit. Merci, Samir, et à très vite aussi, j'espère. Générique, c'est parti. In the canyon,
That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.